En ce moment sur les réseaux, je vois partout les gens débattre de la couleur de peau des anciens Égyptiens. Concrètement, pour répondre à cette question, on a des études ADN qui sont mises en place. Les anciens Égyptiens étaient d'origine asiatique. J'ai consulté plusieurs articles, j'ai regardé plusieurs vidéos et je me suis rendu compte en effet que les Égyptiens de l'Antiquité n'étaient pas des Noirs. C'était plutôt des gens proches du Moyen-Orient, du Proche-Orient, des gens qui ressemblaient beaucoup plus aux Égyptiens actuels plutôt qu'à des Noirs de l'Afrique subsaharienne. Et je vous donne les preuves dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Lourak et sur cette chaîne nous parlons de culture africaine, d'histoire africaine, de spiritualité africaine et d'initiatives qui feront décoller notre continent et notre communauté. Donc si c'est ta première fois de nous rejoindre, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Aujourd'hui, quand vous allez sur internet et que vous demandez une étude rigoureuse qui a été faite pour montrer l'origine ou l'étude ADN des personnes qui ont vécu dans l'Égypte antique, vous allez tomber sur ceci. Des dizaines et des dizaines de momies qui ont été analysées et qui prouvent que les anciens Égyptiens étaient beaucoup plus proches de ceux du Proche-Orient, c'est-à-dire qu'ils ressemblaient beaucoup plus aux Égyptiens actuels qui habitent aujourd'hui dans l'Égypte actuelle. Et c'est normal. Écoutons ce que dit Nota Bene par exemple. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de l'ADN même des anciens Égyptiens, de leur origine, en dehors du langage? D'un point de vue historique, le pays lui-même est divisé dès les plus hautes époques entre Haute et Basse-Égypte, respectivement le sud et le nord du territoire. Il y a évidemment des contacts, des échanges et des mouvements de population, mais les deux régions sont bien distinctes. Les habitants de la Haute-Égypte partagent ainsi plus de traits communs avec les populations du sud de l'Égypte, notamment celles de la Nubie, le Soudan actuel, tandis que ceux de la Basse-Égypte se rattachent plutôt aux populations du nord, principalement celles du Levant, à savoir le Liban et la Syrie-Palestine par exemple. Et même si l'unification du pays à la fin du 4e millénaire avant notre ère voit les rois du sud prendre le dessus sur ceux du nord, ça n'implique pas que les Égyptiens deviennent soudainement plus africains qu'auparavant. Donc le monsieur avoue que ceux du sud ont pris le dessus sur ceux du nord et que le sud a conquis le nord. Ok. Il s'agit simplement d'une unification politique sous l'autorité d'un seul roi. Les deux régions et leurs populations restant distinctes, même si elles appartiennent désormais au même État. Les Égyptiens se nomment alors eux-mêmes les Kémétiou, ceux de la Terre Noire. Mais contrairement à ce que certains laissent entendre, la Terre Noire n'a rien à voir avec la couleur de peau des habitants. En fait, ce nom provient avant tout de la couleur du limon, ce dépôt noirâtre qu'apporte la crue du Nil et qui vient nourrir les sols pour permettre des cultures abondantes. La Terre Noire, c'était donc la terre fertile qui apparaissait une fois le Nil redescendu et sur laquelle les Égyptiens fondaient l'essentiel de leur subsistance et de leur économie. D'ailleurs, si la Terre Noire n'a rien à voir avec la couleur de peau des anciens Égyptiens, ces derniers ne se représentaient pas eux-mêmes avec une peau noire. Ah bon? Ok. Dans l'iconographie, les Égyptiens donnaient à la peau des hommes une teinte brune ou rougeâtre. Les femmes, quant à elles, étaient plutôt colorées d'ocre et de jaune. Les Égyptiens se représentaient donc avec une peau auburn, parfois presque basanée, mais pas noire. Les quelques figures véritablement noires dont on dispose, comme la statuette de Toutankhamon par exemple, sont dues soit aux matériaux utilisés, comme l'ébène, soit à une symbolique précise liée à cette couleur et dont on vient de parler, celle du limon fertile. En effet, puisque ce limon permettait aux Égyptiens chaque année de cultiver la terre et de se nourrir, le noir a parfois été associé à la régénération de toute chose. Représenter un personnage en noir, c'était ainsi l'associer à la fertilité et à la renaissance. C'est d'ailleurs la couleur du dieu chacal Anubis qui veille sur les nécropoles et participe à la momification. Ah, donc quand il y a quelqu'un qui est peint en rouge ou en ocre ou en je sais quelle couleur, là c'est sa couleur de peau. Mais quand il est peint en noir, là c'est symbolique. Il y a eu pas mal d'études scientifiques qui viennent appuyer l'hypothèse d'une population égyptienne qui va mêler diverses origines. Les examens génétiques effectués sur des momies ont démontré par exemple que les populations autochtones occupaient l'Égypte aux époques les plus anciennes, des populations nomades ayant très tôt connu des échanges avec d'autres tribus. Ces tribus, elles provenaient de toutes les régions frontalières de l'Égypte, aussi bien du sud que du nord, et même de l'ouest. Et de nombreux peuples libyens ont pu migrer vers la vallée du Nil lors de l'aridification de cette région. Mais c'est pas tout. On a aussi des études ostéologiques et dermatologiques, c'est-à-dire sur les os et sur la peau, qui arrivent à la conclusion que la population de l'ancienne Égypte, elle était majoritairement distincte de celle que l'on trouve au sud du pays, notamment en Nubie, en Érythrée ou en Éthiopie, pour ne citer qu'elle.
Ah, là on arrive à ce qui nous intéresse. Donc l'analyse ADN de ces gens prouve qu'ils étaient plus proches de ceux du Proche-Orient que de l'Afrique subsaharienne. Si les os et la peau des momies ont fourni tout un lot d'informations, c'est aussi le cas des dents, que de nombreux défunts ont conservé grâce à la momification. Et en l'occurrence, l'examen de ces dents donne un résultat plus net encore. Les anciens Égyptiens seraient ainsi plus proches des populations du Proche-Orient que de celles du cœur de l'Afrique. Encore une fois, les conclusions donnent aux Égyptiens des origines hybrides, mais on constate de plus importantes corrélations avec les pays du Levant qu'avec ceux de l'Afrique subsaharienne. Une étude publiée en 2017 dans la revue Nature révèle même que ce n'est que tardivement, à peu près au moment de la période dite byzantine, entre 284 et 641, que le patrimoine génétique des Égyptiens est véritablement impacté par les mouvements de population venus du sud du pays. Les Égyptiens d'aujourd'hui sont donc en quelque sorte plus africains que ceux de l'Antiquité. Alors oui, je vous vois venir, il y a bien eu une dynastie africaine durant l'Antiquité égyptienne, à savoir la 25e dynastie entre 760 et 653 avant notre ère. On appelle cette dynastie la dynastie des pharaons noirs parce que ceux qui occupent le trône d'Égypte à cette époque sont originaires de Nubie, le Soudan actuel. Donc on est à peu près sûr que ces rois étaient noirs de peau. Mais il ne s'agit que d'une dynastie particulière qui laisse sa place, après environ un siècle de domination, à une nouvelle dynastie de pharaons égyptiens. Eh ben, il fait chaud, hein? Il fait chaud par ici. Oui, c'est vrai, il fait chaud, mais t'inquiète, on va prendre le temps de mettre la clim. C'est pas compliqué, on a la clim juste ici. Bien, maintenant qu'on a mis la clim, essayons un peu de nous attaquer de plus près à tout ce que nous venons d'entendre. Au tout début, lui-même il avoue que lors de l'unification du royaume de l'Égypte, c'est ceux du sud qui ont pris le dessus sur ceux du nord. Donc, ceux du sud ont conquis ceux du nord. Et c'est le roi du sud, le roi Narmer, dont nous avons déjà parlé dans des vidéos précédentes. C'est ce roi-là qui venait du sud, qui a conquis le pays du nord, donc la basse Égypte, qui était située au nord. Il a conquis cette partie et c'est lui qui va unifier les deux royaumes et qui devient le roi de l'Égypte unifiée. Et forcément, vous savez que lorsque un pays a conquis un autre pays, c'est le conquérant qui impose sa culture, qui impose le nouveau mode de vie dans ce pays unifié. Donc forcément, la culture de ce pays devait être forcément africaine parce que c'est ceux du sud qui ont conquis ceux du nord. Deuxièmement, le monsieur il dit que les Égyptiens ne se représentaient pas eux-mêmes comme des noirs. En fait, quand on retrouve des sculptures, des peintures où on montre des Égyptiens ocre, rougeâtre ou je sais pas quoi, on dit que oui, c'était ça leur couleur de peau. Mais quand on les retrouve peints en noir, comme lui-même il le disait, soit on dit que voilà le bois a patiné, soit que c'est symbolique, truc. Non mais franchement, vraiment. On a Stéphane Bern je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, Stéphane Bern, je crois, qui présente l'émission Secret d'Histoire, qui nous dit que la tête de la reine Tiye a patiné et qu'elle n'était pas noire au départ, mais que c'est avec le temps que le bois a patiné. Un autre trésor se trouve ici à Berlin, celui de la belle-mère de Néfertiti, la reine Tiye. On est tout de suite surpris par la couleur de ce visage plus foncé que celui de sa belle-fille. Tiye n'est pourtant pas originaire du sud de l'Égypte, ni même noir. C'est le bois qui, avec le temps, s'est considérablement patiné, nous laissant cette impression. Ok, d'accord, le bois a patiné, ok, mais dites-moi, la statue du roi Sésostris Ier, où on voit clairement que sa peau est noire et que son chapeau et son pagne sont blancs. Donc vous allez me dire que cette statue-là n'a patiné qu'au niveau de sa peau et que son chapeau et son truc, eux, n'ont pas patiné. Donc, le bois a choisi de patiner uniquement au niveau de sa peau et non pas au niveau de ses vêtements. Franchement, pour qui on nous prend là? Et puis, le même Benjamin de Nota Bene nous dit que lorsqu'on voit une reine comme elle, là, qui est représentée tout en noir, ce n'est pas sa couleur de peau, mais c'est plutôt symbolique, la couleur du limon, la couleur de ci ou de ça. Franchement. Du 19e siècle, voici dans le tombeau de Ramsès III, au 12e siècle avant Jésus-Christ, les 4 races connues des Égyptiens représentées sur le même plan. Ici, vous avez l'Égyptien, le type générique de la race. Donc, ici, c'est le type générique de l'Égyptien. Ce n'est pas tel ou tel Égyptien en particulier, mais c'est le type général de l'Égyptien qui est représenté ici.
en noir charbon, si je puis dire, avec toutes ses particularités ethniques. Et sur le même tableau, vous avez le type indo-européen représenté également, avec toutes ses différences par rapport au type égyptien, du point de vue de la couleur de la peau et du point de vue du vêtement. Et ici, vous avez les autres Africains qui habitaient à l'époque l'intérieur du continent, représentés de la même façon que les Égyptiens. Donc dans la tombe de Ramsès III, là où les Égyptiens eux-mêmes représentent le type générique de la race, là aussi c'est quoi? C'est uniquement cette partie-là de la peinture qui a patiné. Ou bien c'est aussi symbolique. Donc les Sémites, les Afro, je sais pas, les Indo-Européens, les gens du sud de l'Afrique et les autres là, eux tous n'ont pas patiné, ce n'était pas symbolique, ce n'était pas rien, mais uniquement l'Égyptien est symbolique. Donc uniquement la représentation de l'Égyptien, le type générique de la race égyptienne, uniquement est représenté de façon symbolique. Mais tous les autres sont représentés de façon réelle. Non mais franchement... Ce tableau vient de la tombe d'Emaka, femme noire de toute évidence, dont la servante, juste derrière elle, est tout aussi évidemment blanche. Les enfants royaux étaient donc souvent noirs, eux aussi, comme le roi Sénusret, portant ici la couronne blanche de la Haute-Égypte. Nous avons aussi cette princesse-là que vous venez de voir, où on la représente, elle, en tant que noire, et sa servante est représentée en tant que blanche. Bon, donc, là aussi, on va représenter la servante de la manière dont elle est réellement, et puis, la princesse qui se fait coiffer là-bas, elle, on va la représenter de façon symbolique. En fait, moi, je trouve que ça, c'est plutôt une mauvaise foi, en fait. Quand on représente quelqu'un en tant que noir, dans l'Égypte antique, c'est soit symbolique, soit le bois s'est abîmé, soit... Donc, ça n'a jamais été des noirs. Mais quand on représente une personne de couleur claire, de peau claire, oui, ça, c'est sa couleur de peau. Ça, ce n'est pas symbolique. Moi, je pense, en tout cas, je trouve que ça, c'est une sorte de mauvaise foi, en fait. Et finalement, il a parlé de l'ADN des momies des Égyptiens. C'est ça même le sujet qui nous intéresse dans cette vidéo. C'est ça que vous avez vu dans le titre et c'est pour ça que vous avez cliqué. L'ADN des anciens Égyptiens est plus proche de ceux du Proche-Orient que ceux de l'Afrique subsaharienne. Mais à quoi c'est dû? Lorsqu'on tombe sur une momie de l'ancienne Égypte et que son ADN correspond à ceux du Proche-Orient ou à ceux des Égyptiens actuels, on est pressé de dire que voilà, on a retrouvé l'ADN. Aujourd'hui, tout ne joue que sur l'ADN. On ne parle que d'ADN. Bon, nous ne sommes pas des généticiens, mais au moins on va donner... D'ailleurs, même tous ceux qui en parlent sur YouTube là ne sont pas des généticiens. Ils ne font que s'appuyer sur des études entre guillemets qui ont été faites et qui ont été relayées par les médias et tout. Alors bon, basons-nous aussi sur ces mêmes choses, sur ces mêmes études-là. Alors, qu'il y ait des gens aujourd'hui qui ont découvert des momies égyptiennes datant de l'Antiquité qui seraient proches de ceux du Proche-Orient, est-ce que ça signifie réellement qu'il n'y avait pas de noirs en Égypte ancienne ou que tous les Égyptiens étaient ces gens-là? Moi, je dirais, mon avis sur ce sujet est que oui, il y avait énormément de gens, de sémites comme on les appelle, en Égypte ancienne. Parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos, l'Égypte ancienne était la première puissance mondiale de l'époque. Et comme dans toute puissance, comme aujourd'hui par exemple aux États-Unis, on y retrouve toutes sortes de personnes. On y retrouve des Noirs, des Indiens, des Chinois, des Asiatiques, des Amérindiens, des Latinos. On y retrouve tout le monde. On y retrouve aussi des Blancs, évidemment, des Blancs européens. Mais quand on se demande qui étaient les fondateurs de cette civilisation américaine, nous savons qui étaient les fondateurs de la civilisation américaine actuelle. Je ne parle pas de l'Amérique précolombienne, mais des Américains actuels. Qui sont les fondateurs de l'Amérique actuelle? Eh bien, ce sont des Blancs venus d'Europe. De la même manière, les personnes qui ont fondé l'Égypte, le royaume de l'Égypte que nous connaissons, qui ont bâti les pyramides et tout, les fondateurs de cette civilisation, c'était des Noirs venus du sud du continent. Comme Nota Bene lui-même le disait tantôt, tout à l'heure là, ce sont ceux du sud de l'Égypte, ceux qui venaient de la Nubie, qui ont conquis le nord et qui ont unifié le royaume et qui ont
imposer leur domination sur le pays tout entier. Et ce sont eux qui ont bâti tout ce que nous connaissons aujourd'hui de l'Égypte. Alors, concernant l'ADN de ces personnes-là, allons par exemple aujourd'hui en France. Qui sont les fondateurs de la France actuelle que nous connaissons? Ce sont les gens là, les Napoléons, voilà, ce sont eux qui ont fondé cette civilisation-là. Alors, quand on voit les Européens de cette époque-là, les Français particulièrement, les Français de cette époque-là, est-ce qu'on y voyait des Amérindiens? Est-ce qu'on y voyait des Latinos? Est-ce qu'on y voyait des Noirs? Il y en avait que très peu, voire quasiment pas, voire absolument pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de la France? Regardez simplement l'équipe de France, l'équipe nationale de football de la France. Regardez, elle est composée majoritairement de Noirs africains. Bon, imaginez maintenant aujourd'hui que la civilisation française là s'effondre. Imaginons par exemple que, prenons un royaume imaginaire d'Afrique aujourd'hui, arrive à conquérir la France. Et puis, ce royaume-là s'établit, impose sa civilisation, impose sa culture, impose tout ça. Et puis, 2000 ans plus tard, on arrive en France, composée majoritairement de Noirs. C'est quoi ces mouches? Et maintenant, ces Noirs-là veulent se demander comment vivaient leurs ancêtres, comment vivaient les gens à l'époque de 2023, comment est-ce qu'ils vivaient à l'époque de 2023 justement. Sur quoi vont-ils tomber? Ils vont tomber sur le squelette de Mbappé, ils vont tomber sur le squelette de, je sais pas, de N'Golo Kanté, ils vont tomber sur le squelette de Black M, de Omar Sy, de tous ces gens-là. Et après, qu'est-ce qu'ils diront? Voilà les échantillons que nous avons trouvés. Les Français de 2023 étaient majoritairement des Noirs. Parce qu'on a trouvé des dizaines et des dizaines de squelettes qui montrent que leur ADN était des Noirs. Voilà ce qu'ils nous diront. Parce que leur royaume est composé majoritairement de ces envahisseurs noirs qui sont venus très tardivement dans l'histoire et que maintenant pour légitimer leur appartenance à ce territoire-là, ils ne vous montreront que les squelettes et les ADN des personnes qu'ils ont retrouvées très tardivement, à l'époque de 2023, où il y avait énormément de personnes noires dans le pays. Mais quand on va regarder quand on va retrouver les tombes des anciens, des très anciens Français comme les Jean-Paul Sartre, les Napoléons, tout ça, quand ils vont retrouver les tombes de ces gens-là, ils vont aussi faire leurs analyses ADN, ils vont tout ça, mais quand ça va tomber sur les bons résultats de qui étaient réellement les Français, les fondateurs de la civilisation française de 2023, eh ben, vont-ils publier ces résultats? Regardez par exemple les analyses ADN qui ont été faites par certains laboratoires comme DNA Tribes qui ont eu des résultats. Regardez les résultats qu'ils ont eus. Toujours concernant l'ADN, cette fois, on va s'arrêter sur l'étude la plus récente qui confirme sans aucun équivoque l'africanité des habitants de Kemet. Alors en 2012, le laboratoire DNA Tribes a analysé l'ADN de 3 momies très connues de nous tous. Amenhotep III qui a mené le royaume de Kemet à son apogée, c'est-à-dire dans sa pleine puissance, dans sa pleine richesse, son fils Akhenaton et son petit-fils Toutankhamon. L'ADN a pu confirmer qu'effectivement l'un était le père de l'autre, l'un était le fils de l'autre, mais surtout on a retrouvé des marqueurs génétiques qui ne sont présents que dans les populations africaines du sud du Sahara. D'autre part, la façon dont ces tests sont procédés, c'est qu'on prend l'ADN de la momie et on la compare à des échantillons d'ADN de plusieurs populations différentes. Et on va regarder ensemble les résultats de la compatibilité pour chacune de ces 3 momies. Attention, écoutez bien, prenez vos calepins et notez. Amenhotep, le roi le plus riche et le plus puissant de l'histoire de Kemet, l'indice de compatibilité avec des Africains est de 222. L'indice de compatibilité de son ADN avec des Européens est de 3,9 et l'indice de compatibilité avec des Arabes est de 5,5. Je récapitule, 222 contre 3,9 ou 5,5. Clairement, il n'y a pas de doute possible, la compatibilité de l'ADN du roi Amenhotep III se rapproche des populations africaines. Mais attendez, avant qu'on passe à la momie numéro 2, on a l'ADN qui prouve que la compatibilité est beaucoup plus supérieure
avec les Africains qu'avec d'autres peuples. Mais voyons comment à l'époque du royaume de Kemet, le roi Amenhotep III était représenté. Oh là là, mais c'est quoi cette peinture? La peinture a patiné aussi, parce que sa peau est foncée, il a même un afro. C'est quoi? C'est l'humidité qui a fait ses cheveux gonfler sur la peinture? On continue plus sérieusement avec la momie numéro 2, qui est celle de son fils Akhenaton. Indice de compatibilité avec les Africains pour Akhenaton, 381. Indice de compatibilité avec les Européens, 10,4. Indice de compatibilité avec les Arabes, 2,8. Voilà. Et enfin, la troisième momie, le petit-fils d'Amenhotep, le fils d'Akhenaton. Il s'agit de Toutankhamon que vous devez très bien connaître. J'espère que vous avez toujours votre petit calepin pour noter. Indice de compatibilité avec les Africains concernant Toutankhamon, 1328. Indice de compatibilité avec les Européens, 5,9. Indice de compatibilité avec les Arabes, 10,9. Une autre analyse ADN très importante a eu lieu en 2012, passée sous silence également. C'est celle de Zahi Hawass, analyse qu'il a menée sur la momie de Ramsès III. Alors déjà, je vais vous donner l'indice de compatibilité. Avec les Africains, c'est 335. Avec les Européens, c'est 1,4. Et avec les Arabes, c'est 5,1. Mais ensuite, Zahi Hawass a trouvé le gène E181A qui est typiquement africain. Il n'existe que chez les Africains, ce gène. Donc une fois qu'on a trouvé ce gène dans la momie de Ramsès III, on sait que nécessairement, il n'y a même plus histoire de pourcentage de compatibilité, il est africain, point barre. Est-ce que toutes ces études sont relayées massivement dans les médias traditionnels? Pas du tout. Pourquoi ces résultats ne sont pas relayés autant dans les médias sociaux ou dans les médias tout simplement, comme les autres dizaines de momies qu'on a retrouvées, qui viennent du Proche-Orient, nanani et tout ça? Pourquoi? Tout simplement parce que ces gens ont besoin de se légitimer. Ils ont besoin de s'assurer une certaine légitimité de ce territoire parce que c'est eux qui y vivent en ce moment. N'oubliez pas que l'Égypte a subi énormément d'envahisseurs qui venaient principalement du Proche-Orient. Nous avons eu les invasions des Grecs, mais la plupart des envahisseurs de l'Égypte, c'était ceux qui venaient du Proche-Orient. Ceux qui habitent justement l'Égypte aujourd'hui, ce sont eux les envahisseurs. Cheikh Anta Diop a analysé certaines momies des anciens Égyptiens et il a trouvé un taux de mélanine anormalement élevé pour des personnes leucodermes. Et il a encore demandé les 1 mm de peau des momies royales, de certaines momies royales, mais jusqu'aujourd'hui on les attend toujours. Le professeur sénégalais Diop a demandé au musée de Caire de faire 3 prélèvements d'1 mm² sur des momies de Ramsès II, de Séti Ier et de Toutmose III, exposées au musée de Caire. Une fois les prélèvements analysés, ils révéleront le taux de la mélanine. Plus le taux de la mélanine est élevé, plus la peau est noire. Que je mets à la disposition des participants du colloque pour qu'on les observe au microscope. Et nous pouvons absolument voir le taux de mélanine sous la peau des anciens Égyptiens. Il en reste suffisamment malgré la destruction partielle de l'épiderme. Dans la région qui sépare le derme et l'épiderme, il y a des inclusions des bases des cellules de mélanocytes en quantité suffisante pour révéler un taux de mélanine absolument absent chez les races leucodermes. Et j'ai voulu dès l'an dernier appliquer cette étude aux momies royales de Ramsès II, de Séti Ier et de Toutmose III. Depuis un an, j'écris au conservateur du musée du Caire, car il ne me faut pas plus d'1 mm², 1 mm² de peau, mais prise toujours dans la même région, et je n'ai pas eu ces échantillons, je le regrette. Par conséquent, c'est une étude très facile, accessible, qu'on peut faire. Voici les lames, ce sont des préparations, il suffit de les mettre sous l'objectif d'un microscope pour voir le taux de mélanine. Alors, sur la base donc de mes propres investigations, que sont celles-ci, et jusqu'à ce que d'autres investigations... 35 ans plus tard, on n'a toujours pas eu ces morceaux de peau pour les analyser et voir quel est le taux de mélanine qu'ont la peau de ces momies royales. Pourquoi est-ce qu'on les refuse? Parce que forcément, ces gens-là, les Toutmose III, les Séti Ier, tout ça, ce sont les Napoléons de l'Égypte. Les Napoléons qui ont fondé la France, là, les Jean-Paul Sartre et tout. Ce sont eux les Blancs de l'ancienne France qui ont fondé la France que nous connaissons aujourd'hui. Et ils sont
des Français natifs, autochtones. Les Sétis premiers, Toutmoses III et ainsi de suite, ce sont eux aussi les autochtones de l'Égypte et qui étaient forcément noirs africains. Et leur ADN le prouve, le taux de mélanine dans leur peau le prouve. Mais pourquoi est-ce qu'on doit aujourd'hui seulement se focaliser sur les squelettes là de Mbappé, les squelettes de N'Golo Kanté, de Omar Sy, de Black M, comme l'exemple que je venais de donner, pour dire que oui, c'était ça les Français de l'époque de 2023. Non! En 2023, il y avait toutes sortes de personnes, il y avait des Asiatiques, il y avait des Français de souche, il y avait des Africains, il y avait presque tout le monde en France. Mais on ne brandit que les squelettes là de Omar Sy, de N'Golo Kanté, de trucs, pour nous montrer que c'était ça les Français de 2023. Voilà ce que ces gens sont en train de faire. Ils ne prennent que quelques dizaines de momies qu'ils ont retrouvées par-ci par-là pour nous montrer que voilà, c'était ça les Égyptiens de l'Antiquité. Mais non, les Égyptiens de l'Antiquité, il y avait les Khéops, il y avait les Toutmoses III, il y avait les Sétis premiers. Dans leurs momies, d'ailleurs, quand on regarde leurs momies, elles sont complètement noires. Contrairement à des momies amérindiennes ou asiatiques où on voit que ces momies-là, malgré qu'elles ont énormément de temps, elles sont très âgées dans le temps, mais elles sont claires de peau, bien que leur peau a séché, mais elle est toujours claire. Les momies de Sétis premiers, de Toutankhamon, tout ça aussi, ces momies-là sont noires parce que leur peau était noire. Ce n'est pas parce que leur peau a été momifiée qu'elles vont noircir. Comme le monsieur là, Stéphane, nous disait que parce que le temps est passé, le bois a patiné. Non, le bois il est tel qu'il est, il va garder sa couleur. Pareillement, même si la peau a été asséchée par la momification, la peau garde sa couleur. Comme je l'ai expliqué d'ailleurs dans une autre vidéo, allez la voir. La peau garde sa couleur malgré la momification. Nous en avons la preuve. Les momies asiatiques sont restées claires de peau. Les momies amérindiennes sont restées claires de peau. Les momies africaines sont restées noires parce qu'elles étaient noires déjà dès le départ. Et pour nos auditeurs comme ça, alors comment on pourrait se représenter Akhenaton? Eh bien comme un homme normal, tout simplement, mais un homme à peau noire. Hein. N'oublions pas que les Égyptiens avaient une peau noire dans l'Antiquité, ils l'ont toujours un petit peu maintenant, mais ils l'ont perdu au fur et à mesure des passages des populations sur le sol égyptien. Mais le peuple égyptien, je déteste cette expression négroïde parce qu'elle a des connotations raciales lamentables. Malgré tout, c'est une réalité biologique. Il faut vraiment s'imaginer les individus égyptiens antiques comme ayant une peau noire, beaucoup plus que maintenant. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo partout dans les médias sociaux et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt pour une prochaine chronique. Ciao.